Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. À toute fin utile, qu'il est important de dire merci au point Djibouti. Nous sommes en direct, un peu partout à travers le monde. Ce monsieur que vous voyez là, dans la difficulté, j'insiste, il a toujours tenu à porter le FPI. Sa maison a été le refuge du FPI. Sa maison a été le siège du FPI. Nous sommes partis de très loin. Au point Djibouti. Dites-lui merci. Au point même de connaître des difficultés financières, il a toujours gardé son militantisme. Il n'est pas circonstanciel. Les difficultés n'ont pas freiné l'engagement de Ponji Bonhomé. Au Ponji Bonhomé, nous te disons merci. Merci pour avoir porté le projet. Tout en espérant que ce qui a été donné comme canevas de communication puisse être respecté. Parce que nous sommes là aujourd'hui pour le FPI. Nous sommes là aujourd'hui pour le président Laurent Gbagbo. Je vous prie d'ovationner ceux qui sont à gauche. Le représentant du COGEP Maroc, c'est le camarade Jean-Noël. Par ce canal, au travers de cette fête, j'aimerais dans un premier temps dire merci à cet homme, à cet aîné, ce grand frère, qui n'est rien d'autre que la personne du camarade Opondi Omer, que j'ai demandé à acclamer très fort. Je lui dis merci parce que ça fait la deuxième fois que je suis invité à une organisation officielle du FPI au niveau du Maroc. La première fois, j'ai été invité en tant que sympathisant parce qu'en ce moment-là, il n'existait pas encore le projet au niveau du Maroc. Et c'était lors de l'investiture du camarade Opondi. J'étais présent et à la, je ne sais pas comment on appelle l'endroit là où il y a les fleurs. Au marché des fleurs. Voilà, au marché des fleurs. Merci camarade. Et donc, je vais dire merci encore à ce homme-là pour son courage avant de rentrer dans mon discours. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile de militer à l'extérieur, compte tenu de tout ce que nous traversons, compte tenu de nos programmes qui sont souvent hyper chargés. Il n'est pas du tout facile de militer. Que vraiment, il faut dire merci à toutes ces personnes-là qui ont décidé de militer malgré les difficultés qu'elles traversent. Encore une fois, il faut les ovationner. Mesdames, messieurs, chers invités, amis du Maroc, je voudrais avant tout propos réitérer encore mon remerciement au premier responsable du FPI Maroc et à toute sa représentation de nous avoir associés à cet événement. Nous voudrons ici également saluer le courage, l'abnégation du camarade premier responsable pour la commémoration de la 20e édition de la traditionnelle fête de la liberté du FPI. Mesdames et messieurs, chers invités, la crise dite post-électorale a causé beaucoup de torts à toute la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens dans leur ensemble ont souffert et continuent de souffrir dans leur chair et leur âme. Mais vous conviendrez avec moi, jusque-là, notre président légitime, Laurent Gbagbo, et son ministre, Charles Blé Goudé, sont hors de nos frontières dans les conditions que nous savons tous. Mesdames et messieurs, chers invités, vous l'aurez bien compris, nonobstant le caractère festif de cette cérémonie, c'est aussi un engagement que nous, COGEP, nous avons pris pour la libération de notre pays. Sachez que le COGEP est un allié, je dirais une alliance qui n'est plus à démontrer aux côtés du FPI. Le ministre Charles Blé Goudé
me charge de vous dire qu'il est le même, toujours lié à ses convictions, à sa philosophie politique. Il vous souhaite une belle fête. Que le combat pour la liberté soit le socle de notre décision. Mesdames et messieurs, chers invités, œuvrons pour la réconciliation, œuvrons pour une Côte d'Ivoire qui prend en compte toutes nos belles diversités pour en faire un pays prospère. Vive le FPI de Laurent Gbagbo, vive le COJEP de Chablais-Goudé, vive la Côte d'Ivoire. Ouais, comme il le disait, on a fait l'UMC d'avoir jamais ensemble. Joie. Je peux dire que je suis très heureux ce soir d'être aujourd'hui parmi vous. C'est un plaisir de voir autant d'Ivoiriens épris de paix et de conviction pour la lutte que mène notre président, M. Koudou Laurent Gbagbo. Il a dit que Koudou n'est pas son nom, mais tout le monde l'appelle par ce nom-là. Ça peut être un sobriquet, mais c'est avec ce nom-là que tout le monde le connaît. Donc nous, en tant que ses condisciples, nous ne pouvons pas faire un discours sans évoquer ce nom. Bon, cet après-midi, vous êtes venus nombreux pour qu'ensemble, nous puissions commémorer la fête de la liberté, qui est devenue un symbole de la lutte que nous sommes en train de mener pour que notre pays soit un jour un pays libre. C'est ainsi que j'ose faire un discours pour ne pas que je dévie pour ce que nous sommes en train de vivre cet après-midi. Ivoiriennes, Ivoiriens, camarades de lutte, partis politiques frères, chers collègues panafricains, vous, amis de la Côte d'Ivoire, par ma voix, cette modeste demeure qui vous reçoit et nous sert de lieu de rencontre vous salue et vous souhaite la bienvenue. Avant toute chose, il est important de vous présenter cette famille politique qui vous accueille en ce moment si solennel. Cette famille, c'est celle que fonda un jour dans une chambre des camarades, à savoir le président Laurent Gbagbo, Pascal Tago Kokora, Madame Simone Gbagbo, Feu Aboudraman Sangaré et enfin Feu Émile Boga Doudou. Oui, il s'agit bien du Front populaire ivoirien. Parti précurseur du combat démocratique en Côte d'Ivoire, qui aboutira d'ailleurs à la naissance du multipartisme. Un matin des années 90, dont la commémoration est cet événement qui nous réunit en cet instant, la fête de la liberté. La liberté est un principe fondamental, social et humain qui fonde toute existence. De ce point de vue, ne mérite à aucun moment d'être confisqué sous une quelconque forme d'État et pour une quelconque raison que ce soit. Ce que le premier régime ivoirien installé conformément par le colonialisme ne voulait accepter. Cette attitude a conduit nos pères à se lever contre ce pouvoir, mais de la manière la plus démocratique, afin d'obtenir la liberté de penser, de sortir du principe de la pensée unique. La lutte, rien que la lutte, par les voies les plus démocratiques. En effet,
pendant qu'en cette période des années 80, on assistait à une floraison de prise de pouvoir par les armes, des coups d'État à travers toute l'Afrique, le Front populaire ivoirien, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, a fait le choix des urnes, du vote, la voie d'accession à la magistrature suprême pour diriger le peuple de la Côte d'Ivoire. Quel que soit le temps que cela prendra, mais jamais par les armes. Tout en sachant que ce que représentait le régime en place en Côte d'Ivoire et même en Afrique, oser penser qu'il pouvait y avoir une alternative en Côte d'Ivoire était une hérésie. Ce choix fut et demeure très dur à accepter. Et ce ne sont pas nos frères, camarades, qui nous ont abandonnés en cours de route, qui nous diront le contraire. Le père de la démocratie, le président Laurent Gbagbo, n'avait-il pas lui-même avoué et reconnu ce fait quand il disait, et je paraphrase, « Le chemin dans lequel nous nous sommes engagés depuis longtemps est dur, très dur même. Mais la perspective et la certitude inébranlable de la victoire finale de notre peuple sur les forces de déclin doit nous pousser constamment de l'avant. » Cette philosophie nous conduira à cette première victoire sur le parti unique. Rappelons-le encore, l'instauration du multipartisme. En application de l'article 7 de la Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960, et je cite, « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement sous la condition de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie et des lois de la République. » Désormais, nous étions libres de nous regrouper politiquement et publiquement, libres de dire ce qu'on pensait dans l'intérêt de notre nation en tant que filles et fils de ce pays. N'est-ce pas historique et beau? Vous me direz certainement oui. D'où la naissance de cet événement, la fête de la liberté, qui réunit les enfants de la Côte d'Ivoire, du FPI, chaque année depuis 1991, dans différentes villes, dont donc aujourd'hui à Duékoué, la ville martyre qui a souffert le génocide, mais aussi partout où se trouve le FPI à travers le monde, comme ici au Maroc. Aujourd'hui encore, plus qu'hier, cette activité a tout son fondement. Quand on se retrouve depuis 1999 face à une qualité de politicien ayant fait le choix des armes, de tuer, d'emprisonner l'Ivoirien pour le diriger, allant jusqu'à livrer notre nation aux puissances étrangères afin qu'elles la soumettent, la dépossèdent. Désormais, l'Ivoirien ne peut plus aspirer à un bonheur dans son propre pays, au risque de se voir spolier ses droits les plus élémentaires et fondamentaux. La Côte d'Ivoire, face à ce néo-parti unique qui renaît, ne peut que se tenir debout derrière son fils, le président Laurent Gbagbo, l'homme de la situation. Enfin, pour qui connaît un tant soit peu l'histoire du FPI, la fête de la liberté a été instituée pour commémorer l'avènement du multipartisme et la fin du parti unique en Côte d'Ivoire, comme le dispose l'article 2 des statuts du Front populaire ivoirien, FPI. Cette manifestation est donc pour nous, militants du FPI, et occasionnellement
ceux qui nous sont apparentés, l'occasion de faire le point du combat pour la liberté en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Quels sont les acquis, les rebours et les nouveaux défis? Mais aussi de rendre hommage aux Ivoiriens, à nos pères qui nous sont tombés sur la route, entre autres le gardien du temple Aboudraman Sangaré, nos militants morts, torturés, nos prisonniers, nos exilés. Merci Président Laurent Gbagbo. Merci à vous, nos responsables, pour nous avoir montré la voie, pour nous avoir ouvert les yeux, pour nous avoir permis de prendre conscience de l'importance de cette lutte pour l'indépendance vraie de notre pays. Président Laurent Gbagbo, nous sommes debout pour te suivre et aller jusqu'au bout. Vive la Côte d'Ivoire, vive le FPI, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Afrique. Puis aussi vous présenter en tout cas les différentes régions, les groupes et tout. Je pense que ça va vous permettre de connaître un peu, de savoir un peu de quoi il s'agit. Vous avez certainement entendu parler de Guy Trozon, de Petit Djoko et tout. Voilà, où est-ce que cette ville-là, où est-ce que ce village se trouve. On va ensemble vous découvrir cela. Donc, je vous invite donc à passer dans l'autre salle. Juste derrière lui. Il y a une porte juste derrière lui. Il y a une porte juste derrière lui. Il y a des chaises, on va ramener les chaises. Attends, je ramène les chaises. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. La chaise, ça va dans ça. Je s'asseoir ici. Passe ici, passe ici. Venez, venez là-bas, venez. Camilla. D'accord, il n'y a pas de souci, j'arrive. Je vais bouger un peu. D'accord. Cette ville n'a pas été choisie au hasard. Pour tous ceux qui ont connu, mais qui ont entendu parler de la Côte d'Ivoire, doivent savoir qu'entre le 28 et le 29 mars 2011, en une seule journée, il y a eu près de 1000 personnes qui ont été tuées. Juste parce que, à tort ou à raison, ils étaient partisans de Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, c'est quoi la région du Guémon? C'est quoi le guéré? Parce que pour des personnes, le guéré peut-être c'est quelqu'un de violent, comme souvent on nous étiquette. Voilà. Quelles sont nos mœurs? Donc aujourd'hui, je vais vous emmener à découvrir en fait cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Merci.
Donc j'ai fait une présentation. En fait, le groupe Wé, c'est un groupe ethnique qui comprend les Guérés et les Wobé. Et ces deux ethnies font partie du grand groupe Wé. Ils occupent deux régions dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons la région du Cavali et la région du Guémon. Donc nous allons découvrir d'abord la région du Cavali. Je vous présente cette carte qui met en évidence les 4 grandes villes ou départements qui composent le département, la région du Cavali. Vous avez en bas ici la ville de Taï, avec le parc national de Taï. Vous avez la ville de Guiglo, vous avez Bleu-le-Quin et enfin tout le Pleu qui fait frontière avec le Libéria. Alors, celui-là, j'ai décidé de vous le présenter. C'est l'hippopotame nain. Le parc de Taï a été nommé patrimoine mondial par l'UNESCO justement à cause de lui. Parce que dans le monde entier, c'est la seule région où nous trouverons des hippopotames nains. Ce sont des hippopotames qui ont une taille ou un poids, donc la taille est de moins d'1 mètre au garrot, c'est-à-dire quand il est arrêté, et son poids varie entre 180 et 275 kg, à peine l'âge d'un bœuf de 2 à 3 ans. Alors que son frère, le grand hippopotame, pèse en tout cas des tonnes. Donc c'est pour cela que la zone de la forêt de Taï a été classée patrimoine mondial. Donc c'est la petite histoire. Après, donc nous avons les chefs-lieux des départements et quelques villes. En tout cas, j'ai pris pêle-mêle. Donc la ville de Guiglo, avec Guiglo elle-même, j'ai Niazon, j'ai Kadé. Et Bédi-Goison. Bédi-Goison, tout à fait. Excusez-moi, c'est le village où j'ai exercé, quoi. C'est là-bas que je travaillais. Bédi-Goison. Et moi, à Kadé, c'est là que j'ai eu le CP. Et après, il y a la ville de Bleu-le-Quin. La ville de Bleu-le-Quin est composée de d'Iboké. Bon, c'est quelques villes, hein. D'Iboké, Doké, Théo, Desiablo. Vous entendez ça souvent. Et puis il y a la ville de Taï, dont je viens de parler tout de suite, qui abrite le parc national. Il y a la ville de Taï et Zagné. Et enfin, il y a tout le Pleu. Tout le Pleu qui est la ville qui vraiment fait frontière avec le Libéria. Généralement, on confond les peuples. Bon, après, c'est le colon qui a tracé ses frontières et a décidé de mettre l'autre de l'autre côté et de garder l'autre ici. Donc, nous avons la ville de tout le Pleu, la ville de Pé, la ville de Méo, de Bakoubli, de Thiobli et de Nézobli. Donc, ce sont, en tout cas, les grandes villes d'abord qui composent la région du Cavali. Après, à part ces villes, il y a eu beaucoup de massacres. Donc vous avez Guéyébli, le village de ma mère. Et puis vous avez Guézon, avec Bagogo. Voilà. Donc ce sont les villes, en tout cas comme je l'ai dit encore, hein, j'ai pris pêle-mêle, je n'ai pas fait de façon exhaustive. Il y a Foua et à Sémia. Et puis j'ai Kouibli. Kouibli en langue locale, ça veut dire Koui, c'est les Max. Bli, donc c'est le village des Max. Kouibli. Donc nous avons les Nidrou. Nidrou aussi c'est une ethnie. Ceux qui sont au niveau de tout le Pleu, on les appelle des Nidrou. Parce qu'ils ont un accent, même nous tous nous sommes des guerriers. Mais après il y a l'accent qui change. Donc il y a les Nidrou, c'est pour ça qu'au départ je vous ai présenté les deux grands groupes. Les Roubés qui ont leur accent, mais on se confond également, et les guerriers. Mais parmi nous encore, il y a le Dji et les Cuits. Voici les Max, donc ça c'est le Glas, l'autre c'est le Glas ici.
Et derrière, c'est le cuit. C'est un masque qui est sacré. En principe, les femmes ne doivent pas les voir. C'est ce qu'on dit. Mais maintenant, les femmes, on arrive à prendre en photo tout ça. Donc, c'est que le mythe est tombé. Pour dire que c'était modernisé. Voilà. Donc, après, il y a les masques Guy. En fait, Guy en guéré, ça veut dire la panthère. Donc, souvent, vous allez entendre un guéré qui dit qu'il s'appelle Guy. Quand on traduit, c'est la panthère. Donc, voici les masques panthères qui sont là. Qui, eux aussi, si vous regardez un peu dans l'entourage, en principe, avant, on disait qu'on ne devait pas les voir. Les femmes, autant pour moi, ne devaient pas les voir. Mais je pense que maintenant, tout ça a changé avec l'évolution du monde. Il y a beaucoup de barrières, beaucoup de mythes qui sont tombés. Et on peut découvrir tout cela. De toute façon, les Européens les achètent parce que j'ai vu que ce masque a été vendu. Ouais, celui-là. J'ai vu qu'il a été vendu. Donc voilà. Et puis ça, c'est notre tenue traditionnelle chez nous. Vous avez le boubou avec... ça s'appelle comment? C'est le col. C'est fly, merci là-bas. Ah mais merci en tout cas. Donc c'est le fly. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que je ne suis pas seul. Et donc si je raconte des choses, il est là pour me rectifier. Donc c'est le fly que nos parents en tout cas arborent généralement dans les grandes cérémonies. Telles que la fête des maïs, la fête du riz et tout cela. Donc c'est un peu ça la culture. Après, en ce qui concerne la richesse, nous sommes quand même l'une des régions où nous avons la possibilité d'avoir en tout cas beaucoup de culture. Par exemple, chez nous, on trouve de la banane plantain. Tu arrives encore à Abidjan, la banane plantain n'y est pas. La banane plantain, il y a Abidjan, mais il n'y a pas de cacao. Or, chez nous, en plus de la banane plantain, nous avons quasiment toutes les cultures qu'on retrouve dans quasiment tout le pays, avec le cacao, le café, l'EVA, le palmier à huile et le collatier. Donc, en pêle-mêle, hein, parce qu'il y a d'autres cultures encore qui sont cultivées là-bas. C'est un repas, un plat. C'est vrai que j'aurais dû vous montrer un peu la photo du célèbre plus bas, parce que tous ceux qui parlent de béret les caractérisent par le blé. Donc nous avons la banane plantain et la banane douce, nous avons l'igname de taro. Et nous avons aussi la possibilité d'avoir des cultures maraîchères ainsi que l'élevage. Donc vous voyez un peu avec tout cela, c'est clair que chacun, s'il n'a pas ça chez lui, va chercher à migrer dans une zone pour pouvoir certainement l'avoir, puisque aujourd'hui nous voulons avoir le bien-être. Donc c'est pour cela que les frontières finalement n'existent plus. Et aujourd'hui, avec la crise qu'on a connue, il y a beaucoup de personnes qui ont confisqué des terres. Voilà. Un instant riche. Voilà. Et donc il y a la possibilité d'avoir des cultures, de faire aussi la pêche traditionnelle, même si nous ne sommes pas des pêcheurs reconnus, parce que la pêche est faite là-bas par les Maliens qu'on appelle les bozos. C'est eux qui sont vraiment là-bas qui font vraiment la pêche. Et puis la pisciculture, même si on ne l'a pas encore connue, parce qu'on n'est pas, comme je l'ai dit, nous sommes des planteurs, des chasseurs, voilà, et des danseurs de max. Voici un peu ce qui caractérise le Guéret. Et puis finalement, nous avons aussi un sous-sol riche, parce que dans la zone, vous avez le diamant, vous avez l'or. En tout cas, on a beaucoup de minéraux, de minerais qui nous permettent de on n'espère pas, hein, mais je pense que c'est ce qui aussi fait la convoitise de la zone. Donc un peu, très bref, pour ne pas aussi monopoliser la parole. Voilà. Donc voici un peu ce qui nous caractérisait. Le Mont Péco. Bon, j'ai essayé de voir, en fait, pour la petite histoire, j'ai essayé de voir un peu les photos de la ville de Djoukwé sur Google. Mais ce qui m'a marqué, c'est tout ce que je voyais, c'était les massacres. Hier, tout ce que je voyais, quand sur les pages, je voyais des massacres. Je dis, mais dans ce cas, on doit faire quelque chose. C'est pas normal que quand on parle de Djoukwé, mais quand on parle de Djoukwé, automatiquement, c'est le massacre. Non, c'est pas ça seulement qui nous caractérise. Donc je pense que nous,
il est là, mon frère de la région. Peut-être devons travailler plus sur Google pour pouvoir présenter aussi notre image de notre région, de sorte à ce que si on arrive en Europe, mais qu'on dit je suis de Dieu, qu'on ne dit pas ah c'est vous qui avez été massacré, on va plutôt voir un autre aspect. Donc franchement je vous remercie. Après cette présentation, à 16h, nous allons, en fait, bon 17h, hein, 17h, j'ai dit 16h parce que je pense, oui j'ai dit 16h parce que je pense à notre conférencier qui est lui à Accra. Et donc, je ne l'ai pas, j'ai pas encore dit son nom, je ne l'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Donc, qui lui a rendez-vous avec nous à 16h. Donc, c'est cette heure-là que j'ai. Mais chez nous, c'est 17h. Nous, il n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas encore l'heure, dans quelques minutes. Le bal poussière. Le bal poussière va lui après. De toute façon, au fur et à mesure, on avance. La conférence se fera ici. Je vous préviens, c'est pas supérieur, c'est pas grave, pas candidat. Rouge, rosé ou bien cocktail. Deux personnes, un Mais moi, c'est quoi? Ah oui, il faut fermer, il faut toute la séance. Mais pas qu'ils prennent la bonne passante. Il va fermer. Voilà, comme ça, jusqu'à y prendre la bonne. Oui, je peux le directement. Tu peux retirer le Non, la chaise est branchée. Bonsoir camarade. Oui, bonsoir Pierre Ivoirien. Mais montre ton visage. Vous nous recevez parfaitement. Non, montre ton visage, montre ton visage. Ça va venir, ça va venir. Après le VP. Ok, d'accord, ok. On vous reçoit. Est-ce que si vous êtes prêt, est-ce qu'on peut l'appeler? Oui, c'est bon. Ok. On peut appeler le commissaire. D'accord, ok. Agonisez l'écran ici, agonisez l'écran. Où ça? Là. Agonisez l'écran. Mais c'est quoi ça là? Il faut baisser le volume ici, on n'a pas besoin d'avoir autant de volume. On aura l'occasion de nous voir. Après, on va voir si on peut soulever le PC. Ah, ok, d'accord. Il est plus vieux que moi-même, donc c'est pas la peine. Bébé, si tu m'entends, il va falloir qu'on fasse un peu de gestes. Juste ton pouce pour être sûr que tu m'entends. Voilà, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, nous te disons merci
Voilà, nous te disons merci. La représentation FPI Maroc te dit merci pour avoir pris le temps de nous accorder effectivement ce direct-là. C'est vrai, tu as un programme chargé. Nous-mêmes, nous voyons, tu viens d'arriver certainement d'un endroit, d'une manifestation. En tout cas, la représentation FPI Maroc, par la voix du secrétaire général que je suis, Dakouri Kouka Williams, te dit merci. Tout à l'heure, nous allons te présenter ton bureau, puisque tu représentes la direction. Nous allons te présenter ton bureau au Maroc, le représentant Oponji Boni au maire, et ensuite, nos frères du COGEP. Parce qu'il faut être honnête de dire que le bureau du COGEP Maroc s'est joint à nous également pour fêter cet événement-là. Donc, nous allons te laisser la parole. Nous allons t'écouter durant le temps qui te sied, dans la mesure du raisonnable, et ensuite te poser les questions qui vont venir, bien entendu. Donc, à présent, l'auditoire se trouve à tes pieds. Tu as la parole, camarade VP. Ok. Ben, je vous salue. Je salue tous les camarades de la représentation. Je salue le camarade représentant et son bureau. Je salue nos amis du COGEP. Comprenez que c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous cet après-midi. Effectivement, nous avons un calendrier chargé parce que je viens aussi d'arriver d'une cérémonie, d'une manifestation. Mais c'est ça le militantisme. Il faut pouvoir être là où la tâche vous demande d'être pour entretenir les militants. Ouais. Je voudrais, avant d'aller plus loin, que nous ayons tous une grande pensée pour la ville de Djougoué, où tout le pays est réuni. Je voudrais qu'on leur fasse une très grande ovation. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes ces populations exilées au moment où on célèbre la fête de la liberté et tous ces Ivoiriens qui sont en souffrance dans les camps de réfugiés et qui ont dû aussi le martyre de cette crise. Je voulais enfin avoir une pensée pieuse pour le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qui sont aussi en souffrance, qui sont dans un combat pour les libertés. Je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour eux. Merci en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir associé à cette journée de commémoration. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous et j'espère qu'ensemble nous pourrons passer de très bons moments. Vous m'avez demandé d'exposer sur le thème suivant. Quelle est la motivation? Quelles peuvent être les motivations de la célébration de la fête de la liberté en période de dictature? Oui, parce que liberté et dictature sont des termes antinomiques. Et donc, cela trouve l'application de votre terme. Mais vous savez, concernant ce sujet, je vais faire un exposé préliminaire qui ne va pas excéder 15 minutes. Et puis après, bon, ben, on pourra, dans le tempo des questions et réponses, on pourra mieux approfondir certains aspects, certaines questions qui n'auraient pas été très bien comprises. D'accord, bébé. Donc, nous allons débuter. J'espère que vous m'entendez et oui, qu'on n'a pas d'interruption. Pas du tout, c'est bon. Merci beaucoup. À un parti politique est un droit constitutionnel. Le droit de militer dans un parti politique de son choix est une liberté qui est consacrée par la Constitution ivoirienne. En son article 7, la Constitution de 1960, en son article 7, consacre le multipartisme. Ça veut dire que chaque Ivoirien a
a le droit de militer dans le parti politique de son choix. Et donc, c'est le principe. C'est le principe, mais force est de reconnaître que la réalité depuis 1960 est à l'institution de la pensée unique. Il y a un parti État, un parti unique de fait, le PDCI RDA, qui nous a été imposé à nous tous. Il nous a été imposé à nous tous. Voilà. Et cette pensée unique-là a fait vraiment son chemin, a fait son chemin. Nous étions tous, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, militants du PDCI RDA. Qui ne se souvient pas de ces termes, est-ce que qui paye mon PDCI RDA ou qui paye ma carte de militant? Voilà. Ou bien je vais à la maison du parti, on dit qu'on va dans une représentation du PDCI RDA, mais toutes ces expressions-là, c'était pour cimenter l'idée du parti unique dans la conscience nationale. Dans la conscience nationale. Quand il y avait les grands rendez-vous du PDCI RDA, c'était des grands moments où toute la nation était mobilisée parce que c'était des rencontres, ces congrès-là se faisaient en direct. Voilà. Et donc, pour dire que c'est un parti auquel nous avons tous adhéré. Voilà. Mais cela, contre le mépris de la Constitution, cela contre l'article 7 de la Constitution qui consacre le multipartisme. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, oser réclamer le multipartisme était un crime de lèse-majesté. Oser revendiquer l'application de l'article 7 qui restaure le multipartisme était passible de peine d'emprisonnement grave. Pire même, certaines personnes ont rencontré la mort, voilà, dans la réclamation de ce droit constitutionnel. Vous vous souvenez parfaitement, même si ça fait un moment, mais des événements du début. En 1970, le Trabé-Nabé. Son crime, c'était qu'il avait son parti politique, voilà, qui voulait permettre d'exercer sur le territoire national. Il a été considéré comme un criminel, comme un bandit, et vous avez pu constater avec moi ce qui s'est passé dans le début. Le massacre de près de 4000 personnes, et jusqu'à aujourd'hui encore, on ignore où se trouve la tombe de Trabé-Nabé. Donc, toute la Côte d'Ivoire était caporalisée, idéologiquement et politiquement. Il n'était pas admis d'avoir un parti politique autre que le PDCI RDA. Mais des personnes n'ont pas accepté cet état de fait. Des personnes ont refusé cet état de fait. Et elles ont commencé à s'organiser afin de conquérir les libertés, afin de pouvoir obtenir l'application de l'article 7 de la Constitution. Et au nom de ces personnes-là, figure bien évidemment le président Laurent Gbagbo, Léa Soadou et autres qui, depuis 1969, dans leur chambre de cité à Strasbourg, ont commencé à réfléchir à l'idée d'avoir d'autres partis que le PDCI RDA. Mais en même temps, ces personnes se sont organisées dans les cercles, dans les mouvements clandestins, dans les syndicats, pour mener cette lutte-là. Parce qu'effectivement, il n'était pas facile à l'époque du parti unique de mener même les combats pour les droits sociaux. La répression était violente, la répression était barbare. Et donc, il fallait avoir du courage, il fallait avoir du temps pour s'organiser et affronter cette machine répressive du PDCI. Ce qui a été fait, les gens se sont organisés, ils se sont battus dans la clandestinité, ils ont estimé les syndicats, ils en ont pris le contrôle, que ce soit dans le milieu scolaire et universitaire avec le SINARES, le CINESI, que ce soit dans le secteur de la santé avec le SINACASI, et bien d'autres secteurs. En tout cas,
les forces progressives ont commencé à mener le combat contre le parti unique. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons abouti à 82, à ce qui allait être l'embryon du Front populaire ivoirien. C'est-à-dire qu'un autre parti politique autre que le PDCI avait commencé à germer, à prendre forme dans les esprits, dans les consciences de certains Ivoiriens. Voilà. Bien vrai que l'environnement était difficile, mais ils ont eu le courage de penser autrement et de concevoir cette pensée-là, de l'organiser autour d'une structure fût-elle clandestine. Voilà. Et le contexte n'était pas du tout facile. Voilà. Le contexte n'était pas du tout facile. Et certains cadres de cette époque-là ont dû même aller en exil. Et c'est dans cette perspective que le président Laurent Gbagbo, celui qui allait devenir plus tard en 82, celui qui allait devenir plus tard en 88, le premier secrétaire général du Front populaire ivoirien, a dû s'exiler. A dû s'exiler pour justement aller sur la scène internationale pour implanter l'idée du multipartisme, pour faire connaître le RPI, pour faire connaître la possibilité d'une gestion haute que celle du PDCI. Et donc, la lutte a continué aussi bien en Europe que sur le territoire ivoirien à travers les syndicats. Et vous savez que dans les années 80, autour précisément de 1985 jusqu'à 1990, il y avait la crise économique, la conjoncture internationale. Il faut gagner venait de faire la guerre du cacao, et donc cela avait une implication négative sur les finances publiques en Côte d'Ivoire. Voilà. En plus de cela, le contexte international favorable avec le vent de l'Est, le vent de la démocratisation, a amené les acteurs politiques ivoiriens qui opéraient dans la clandestinité à beaucoup plus d'activisme, sur le terrain. Et cela aboutit à la constitution, à l'organisation en 1988 du congrès du Front populaire ivoirien. Dans une palmeraie à Dabou, le FPI s'est réuni dans la clandestinité pour porter sur les fonds baptismaux, voilà, notre parti politique. Voilà. Mais juste après sa constitution, la répression s'est abattue, les cadres ont dû rentrer en exil. Une fois de plus, certains malheureusement ont été arrêtés, dont Innocent Anaki Kobena qui a été mis en prison, sa société intertransit qui a été démantelée, et tout ça. Mais je veux dire qu'il était un peu tard parce que Oufou-Boigny était très affaibli. Voilà, Oufou-Boigny était très affaibli, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la crise économique, la crise financière. Et donc, avec la pression intérieure étant forte, il était obligé finalement de céder. Et le 30 avril 1990, Oufou-Boigny a réinstauré le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et donc, à partir de cette date-là, les Ivoiriens avaient la possibilité de militer dans des partis autres que le PDCI-RDA. Et ce fut le printemps des partis politiques en Côte d'Ivoire. Le Front populaire a été créé, le PID, l'USD, le Parti socialiste, pour ne citer que ceux qui étaient les plus en vue à cette époque. C'était une grande victoire des forces du progrès. C'était une grande victoire des forces démocratiques. Et en partie leader, le RPI a voulu marquer d'une pierre blanche cette date-là. Pour éviter que cette date ne passe inaperçue, pour éviter que cette date historique ne soit rangée au calendrier. Donc, il fallait la marquer, et donc le FPI a institué la fête de la liberté. Et cette fête a lieu tous les 30 avril, en principe, tous les 30 avril de chaque année, pour célébrer la liberté, pour célébrer
la victoire sur les forces démocratiques, mais aussi pour dénoncer les entraves à la liberté et pourquoi pas aller à la conquête de d'autres citadins de la liberté. Voilà. Donc, cette fête-là, effectivement, a été mise à mal depuis 2011. Elle a été mise à mal parce que la répression qui s'est abattue sur nous a été une répression mortelle. Elle avait vocation à nous exterminer, à nous annihiler. Elle avait vocation à détruire et à faire disparaître complètement le Front populaire ivoirien. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Plusieurs de ses cadres ont été soit tués, assassinés ou emprisonnés. Voilà. Beaucoup sont allés en exil. Et la terreur qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire, véritablement, a créé une frayeur pas possible au sein des populations ivoiriennes, mais singulièrement au sein des militants du Front populaire ivoirien, voilà, qui étaient des cibles de nos ennemis. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, il se lève un débat. Certaines personnes pensent que les libertés étant restreintes, les libertés étant en danger, en péril, est-ce qu'il est encore opportun, légitime de célébrer la liberté? Est-ce qu'il est encore judicieux de magnifier la liberté? Existe-t-il encore des libertés en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que la direction du Front populaire ivoirien a raison de célébrer la liberté. Et je crois même que c'est pendant que la liberté est la plus en danger, est la plus en péril, qu'il faut la célébrer. C'est pendant que les libertés sont embastillées qu'il faut se lever pour proclamer les libertés, pour défendre les libertés. Le seul fait même que le Front populaire ivoirien aujourd'hui soit en vie, existe et organise cette fête est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà quelque chose qui était impensable au lendemain d'avril 2011. Vous vous souvenez des propos de M. Scholl qui a dit que c'est fini pour le RPI. Ça c'est vrai? M. Alassane Ouattara qui a renseigné pour dire nous allons vider le RPI de sa substance. C'est vrai? M. Soro Tibafouri qui disait que le RPI est une gangrène qu'il faut annihiler. Voilà. Tous ces propos des autorités d'alors auguraient quand même d'un avenir pas du tout reluisant pour les RPI. Et la répression qui s'est abattue par la suite était une répression qui avait pour objectif de nous faire disparaître des soutiens politiques en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais le RPI a résisté. Le RPI a résisté. Malgré le fait qu'il n'y avait aucun espace de liberté, le RPI a résisté. Et progressivement, des réunions, elles ont commencé à se tenir d'abord dans la clandestinité avant de s'officialiser. Et les fêtes de la liberté ont repris. Les fêtes de la liberté ont repris. Il y a eu des répressions, même pour tenir un simple meeting. Dans les temps qui ont suivi la chute de notre régime, pour tenir des meetings, c'était difficile. Vous vous souvenez, en 2012, du meeting que la direction du parti a tenu à Figayo, où le pouvoir a déserté des personnes armées de machettes, de boudins. Ils ont attaqué les militants. Voilà. Ils ont blessé certains. Ouais. Ils ont pourchassé d'autres. Le but, c'était que cette liberté-là ne s'exerce pas. Et la meilleure façon de tuer la liberté, la meilleure façon de capituler face à l'oppresseur, c'est de reculer. C'est de reculer. C'est de reculer face à leurs menaces. Voilà. La meilleure façon de tuer les libertés, la meilleure façon de consacrer la primauté de la dictature sur le droit, c'est de se taire, c'est de rentrer dans sa coquille et d'observer les choses se faire. Le RPI n'est pas dans cette logique. Le RPI qui est un parti qui est né dans le combat,
qui s'est forgé dans le combat, voilà, a décidé de combattre pour la liberté. De combattre pour la liberté. C'est pourquoi d'ailleurs, en dépit de toutes les menaces, en dépit du fait que se réunir en Côte d'Ivoire, sous la bannière même du logo de notre parti, est devenu problématique, est devenu difficile. Mais le FPI, en dépit et contre tout, a continué d'exercer. Aujourd'hui, si on nous laisse nous réunir en tant que FPI, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils sont obligés de faire avec. C'est parce que notre détermination, notre bravoure à défendre vaille que vaille les libertés démocratiques, les droits constitutionnels, individuels et collectifs, voilà. Notre détermination a fini par avoir raison des oppresseurs. Voilà. Et ils sont obligés de constater cela et de nous laisser exercer. Donc, je voulais attirer votre attention. De ne pas vous laisser gagner, de ne pas vous laisser distraire. Voilà, par certaines langues qui estiment, hein, bon, c'est leur droit. Eux, actuellement, il n'y a pas de liberté, donc il ne faut pas célébrer la liberté. Non. Nous disons, en dépit du fait qu'il n'y a pas de liberté, il faut célébrer la liberté. Il faut se battre pour la liberté. Vous avez certainement entendu parler de Rosa Parks. Ouais. De Rosa Parks, cette afro-américaine qui est devenue la figure emblématique de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Mais cette brave dame, elle a osé revendiquer ses droits. Cette brave dame, voilà, elle a osé braver les injustices de la société américaine, voilà, contre les Noirs. Elle est montée dans un bus et a refusé de céder sa place à un blanc. C'était un crime à l'époque. Elle a été arrêtée et condamnée à une amende de $15. Elle a refusé cette sanction, elle a fait appel. Et par la suite, des gens comme les Martin Luther King sont venus. Ils sont venus en appui. Ils ont organisé des campagnes, des boycotts, voilà, contre la compagnie de bus. Cela a duré plus de 380 jours. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Mais au bout du compte, la Cour suprême des États-Unis était obligée, à l'issue de ce combat-là, de déclarer contre la Constitution toutes les lois ségrégationnistes. Toutes les lois ségrégationnistes. Mais si cette dame s'était levée et avait cédé sa place, on n'en serait pas là. Si cette dame avait pris peur et avait reculé, on n'en serait pas là. Voilà. Il faut braver les injustices contre la liberté. Il faut se dresser contre la liberté. Il faut se dresser contre les auteurs de la liberté. C'est en cela que nous pourrons glaner des espaces. C'est en cela que nous pourrons conserver, je dirais, les acquis. Parce que ce que vous ne savez pas, les forces réfractaires, les forces réactionnaires sont toujours enclines à piétiner les libertés. À piétiner les libertés. Et c'est dans ce combat que nous sommes avec vous. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.